Bonjour et bienvenue à notre émission de littérature, le livre à la portée des mots. Cette semaine, on sait que les dernières semaines, on parlait de plein de choses, mais cette semaine, on va parler de quelque chose qui vous intéresse sûrement, les romans policiers. Qui n'aiment pas avoir une bonne histoire où on se demande qu'est-ce qui va arriver à la fin et être surpris, puis même, c'est tellement intéressant qu'on va faire 2 émissions sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les romans policiers américains et la semaine prochaine, on va s'occuper des romans policiers québécois. Avec moi, 2 collaborateurs. Ma précieuse collaboratrice, Pauline Lapointe, entre autres responsable des bibliothèques de la ville de Dolbeau-Mistassini, et M. Bernard Tremblay, qui était, entre autres, vous avez été gérant de la librairie centrale pendant de nombreuses années. Oui. Et maintenant, vous êtes lecteur assidu. J'occupe ma pré-retraite. Pré-retraite. Pré-retraite, je m'occupe. Dans le roman policier. Dans le roman policier. Et on me dit que vous êtes aussi agent de sécurité. Agent de sécurité. Parce que là, est-ce que vous menez des enquêtes comme dans vos romans policiers? Non, je ne fais pas d'enquête. Les seules enquêtes que je peux faire, c'est dans mes romans que je vais lire. Bon, c'est parfait. C'est tellement passionnant, on n'arrête pas. Donc, Pauline, les romans policiers, c'est quoi le statut du roman policier aux bibliothèques de Dolbeau-Mistassini? Le lectorat du roman policier c'est un bon vendeur, entre autres, au niveau de ce roman-là. C'est prolifique aussi au niveau des auteurs. On en a amené quelques-uns aujourd'hui. Ce que je voulais, par l'émission sur le roman policier, c'est de vous présenter un grand lecteur de romans policiers pour qu'il puisse transmettre, si on veut, son amour de ce type de roman-là et justement présenter les auteurs. Parce qu'au-delà, des fois, du livre comme tel, c'est qu'on apprend, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre. Parce que le lecteur d'un roman va dire, moi, je vais lire juste du Clive Cussler. Il va rester dans ce créneau-là, il va avoir de la difficulté à y aller. Donc, nous, on se nourrit de nos bons lecteurs et de nos lecteurs assidus à être en mesure de présenter un second auteur ou un troisième auteur. Parce que le client, souvent, on est bien dans nos vieilles chaussures, si on veut, puis on a de la difficulté à regarder qu'est-ce qui se passe à côté. Donc, c'est un peu l'objectif de l'émission, puis on va couvrir, entre autres, 2 émissions, parce qu'effectivement, on a des bijoux au niveau du livre québécois, au niveau de ce sujet-là, puis il y en a beaucoup aussi à l'international. Fait que c'est ça qu'on va amener. Et j'invite toujours ma même salaire qui est toujours là, j'invite les gens à venir nous voir. Il n'y a pas un livre édité qu'on n'a pas à la succursale de la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini. Si on ne l'a pas, on va le chercher, mais on essaie de toujours être à l'affût de ce qui s'édite puis de ce qui se publie au niveau du livre. Et romans policiers, on ne passe pas à côté. Et on remonte l'origine des romans policiers à l'histoire Double assassinat sur la rue Morgue d'Edgar Allan Poe. Mais au-delà de ça, parce qu'on sait que c'est des modes, à un moment donné, c'est des romans fantastiques, etc., est-ce que ça a encore la cote, les romans policiers? Oui, effectivement. Et même si on parle d'historique, on a juste à ramener notre Agatha Christie, si on veut. Donc, Agatha Christie est rééditée. Il y a plusieurs maisons d'édition qui ont repris ces titres, entre autres, pour le rééditer. Et souvent, au niveau scolaire, les jeunes ont à commencer à lire le roman policier. Je pense que c'est une belle façon de comprendre la structure et la façon dont sont écrits ces types de romans. Il y en a des grands, là, Maurice Leblanc, Georges Simenon, il y en a beaucoup là, qui ont écrit Lord Conan Doyle, etc. Il y en a eu... bon. Et là, on va s'attarder, M. Tremblay, aux romans policiers américains, c'est ça? Oui, américains. C'est vos préférés? C'est mes préférés, mais plus ça va, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'auteurs québécois qui font du très bon roman policier. Parlez-en pas tout de suite, on va en parler à la prochaine émission. Mais comme disait Pauline tout à l'heure, la bibliothèque à Dolbeau est très, très bien cotée au niveau roman policier, je peux vous en dire, parce que j'en lis beaucoup. OK. Vous savez que le fait de lire des volumes, que ce soit du roman policier ou des romans à l'eau d'ose, ces choses-là, c'est une maladie qu'on peut guérir page après page. Ça, c'est officiel. Et à la fin, est-ce qu'on est guéri ou on a une rechute et il faut en lire un autre? On rechute à tous les volumes, mais c'est des belles rechutes. Ce matin, je vais vous parler d'un roman américain. L'auteur est de Clive Cussler. Clive Cussler, c'est un Américain, il est président de l'Agence nationale marine et sous-marine, la NUMA, qui existe aux États-Unis présentement. OK, ça, c'est son vrai métier. C'est son vrai métier, en plus d'être écrivain, mais c'est un chercheur aussi. OK. Et dans ses volumes, on fait toujours affaire avec la NUMA et ses auteurs. Comme dans celui-là ici, L'Empire perdu, c'est qu'au large des côtes de Tanzanie, Sam et Rémi Fargo trouvent un épave de l'Ophélia. À l'intérieur, il y a une cloche. Mais sur cette cloche-là, il y a des inscriptions énigmatiques. Donc, ils veulent rapporter la cloche pour faire une description de la cloche, exactement savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais le président mexicain est contre.
Parce que les inscriptions sur cette cloche peuvent changer le cours de l'histoire des Aztèques. Oh! Donc, vous avez un volume ici de 416 pages de pur bonheur. Et Clive Cussler, dans tous ses volumes, il y en a environ une trentaine, 32 romans d'écrits, on retrouve toujours Clive Cussler. Soit qu'il est en pêche, il se nomme lui-même, il se met en scène, soit que ce soit un pêcheur, un capitaine de bateau, un policier ou peu importe. Est-ce que c'est des gros rôles ou c'est un peu comme Alfred Hitchcock, c'est une apparition? C'est juste une apparition. OK. C'est juste, on le souligne. Ce qui nous fait sourire quand on arrive dans ces romans. Maintenant, il faut faire attention. Il y a des romans policiers où il y a beaucoup de sang, où il y a beaucoup de morbide. Pas dans Clive Cussler. C'est plus l'intrigue. Dans ceux que j'ai emportés, il n'y a pas beaucoup vraiment de massacres, genre massacre à la tronçonneuse et ces choses-là. Là. C'est vraiment du roman policier, de l'intrigue. Okay. Et Clive Cussler, pour l'intrigue, c'est un des grands maîtres. C'est un des grands maîtres aux États-Unis présentement. OK. Voilà pour lui. J'ai ensuite, vous m'excuserez si je suis obligé de non, tourner mes pages ça, parce que je suis obligé de prendre des notes. C'est parfait. James Rowling. James Rowling, il est vétérinaire, il est spéologue, il est plongeur. Il a écrit plus de 27 romans, dont 8 seulement ont été traduits. J'ai communiqué avec lui en Californie. OK. J'ai demandé pourquoi il n'y avait pas plus de ces volumes qui étaient traduits. Il m'a dit que présentement, tout avait été donné à une maison d'édition française et qu'ils sont en train de les traduire. James Rowling, c'est quelqu'un que quand on commence la première page, il faut s'intéresser tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'indices, beaucoup de personnages, beaucoup d'indices. Il faut tout le temps être à l'affût. C'est le genre de volume que quand on commence à lire, si on arrête, quand on recommence à lire, il faut prendre 2-3 pages avant pour se retremper dans l'histoire. Dans la colonie du diable, l'histoire des États-Unis pourrait être réécrite. Sauf que dans les Rocheuses, on a découvert, il a découvert un document qui a été découvert dans les Rocheuses. Et une explosion a tué la personne qui l'a découvert. Mais il y a une jeune fille sur place qui a trouvé un indice et qui est partie avec. Là, il y a des gens que ça ne fait pas leur affaire. Ils courent après. Donc, elle demande à un de ses oncles, Panther Crove, qui est un directeur de la Sigma Force, de venir l'aider. Alors, partout à l'intérieur des États-Unis, une partie dans le Canada, vous avez une histoire, c'est carambolesque, c'est des situations infernales. Vous dites à un moment donné, oups, elle va s'en sortir, non, c'est fini, oui, ça revient. On est tout le temps à la limite, là. Tout le temps à la limite. Il ne faut jamais arrêter. Mais c'est quelqu'un, je dis, si vous commencez à lire du roman policier, ne commencez pas par James Rowling. Commencez par quelque chose de plus facile, soit du Cussler ou du James Patterson. OK, pourquoi? Parce que il y a plus de détails. Plus narratif. Il y a plus narratif, il y a plus de choses. Il faut être très, 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 très attentif pour James Rowling. Quasiment prendre des notes. Oui. Mais c'est un très bon auteur. Puis M. Rowling fait toujours des briques de 500, 600 pages. OK. C'est un auteur à toujours surveiller. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui sort sur James Rowling, quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui est passionné comme moi, se dépêche de l'avoir. Donc là, si on traduit tous les romans qui n'ont pas été traduits d'un coup, vous allez avoir de la lecture. Pour une semaine. C'est bon, c'est une bonne réponse. Mon troisième auteur que j'adore et que j'ai toujours lu avec passion, c'est James Patterson. C'est un auteur américain aussi. Il a écrit plus de 27 volumes. OK. James Patterson, s'il y en a qui écoutent la série télévisée avec Beckett, Castle. James Patterson fait des entrées souvent avec Richard Castle. James Patterson est quelqu'un que, quand on commence ses volumes, c'est tous des petits chapitres. Lui, la première page, on est embarqué. OK. Si vous n'embarquez pas la première page, essayez la deuxième. Vous n'êtes pas embarqué, fermez le volume. Mais je défie quiconque de ne pas embarquer dans le James Patterson. Un rythme effréné. Effréné. Et en plus, c'est tous des petits chapitres de 4-5 pages. Ça se lit très bien. Très, 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 très bien. Mais il faut être passionné pour lire ça. Des briques comme ça, là, ça prend quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment passionné. Si vous n'avez pas de passion à lire, faites d'autres choses. C'est pas une lecture à lire là, pour s'endormir le soir. Là, dire, je vais lire 2 pages, ça va m'endormir. C'est plutôt c'est le contraire. contraire. C'est le une contraire. lecture qui nous empêche de dormir. oui. Parce qu'on lit juste un chapitre, comme ils sont courts. Je vais lire le deuxième, je vais lire le troisième. Donc, on étire l'entrée dans les bras de Morphée pour continuer. C'est des volumes qu'on a tout le temps hâte de voir quand va avoir la prochaine parution. Ouais. Parce que c'est des livres vraiment intéressants. Et James Patterson, dans ses volumes, il est très, 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 très surprenant. Ouais. J'en dis pas plus. OK. Parce que ça m'a pris, à un moment donné, à peu près 8 ou 10 volumes, parce que
voyons, Son personnage? son personnage à l'intérieur. Quand vous allez voir quel genre d'homme c'est, il y en a qui vont faire le saut. OK. Vous allez être terriblement surpris. J'en dis pas plus. OK. Parce qu'à un moment donné, il se dévoile. On dit, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est lui? Hein? Je n'en dis pas plus. Mais il faut vraiment lire du James Patterson parce que c'est vraiment quelqu'un Parce que d'intéressant. la surprise, c'est la force du roman policier. C'est Oui, de oui, nous oui, surprendre. oui. Si on sent trop venir les affaires, ça nous Ça embête. pèse à l'intérieur. Ce que j'aime aussi, c'est ses intrigues. Ouais. C'est parce que ces intrigues, à un moment donné, quand on commence à lire le volume, on dit, ah, on se dirige vers telle chose, il va se passer telle chose. Ah, c'est lui le coupable, regarde, il fait bien son chose, hein, il fait bien son histoire, puis tout. C'est lui le coupable. Au 3e chapitre après, C'est lui. non, c'est plus ça, là. Ouais. L'histoire Mais est complètement changée, mais on reste quand même avec une interrogation. Pourquoi il s'est passé telle chose dans les premiers? ouais. On est loin de Scooby-Doo, là. Oui, 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 mais on le voit, on le voit à la conclusion du livre. D'accord. Voilà pour James Patterson. Mon coup de cœur. Oh! Il faut toujours avoir des coups de cœur. Ben oui. Steve Berry. Steve Berry. Steve Berry est un avocat qui reste à Atlanta. Il a voyagé beaucoup dans le monde. Il est allé en Russie, il est allé un peu partout. Steve Berry a écrit 8 ou 10 volumes. Le musée perdu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est que la chambre d'ambre qui était à Saint-Pétersbourg a été volée par les Allemands en 1944. La chambre d'ambre n'a jamais été retrouvée. Pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi la chambre de l'ambre, c'est de la résine fossilisée. OK. Il y avait eu une chambre d'ambre qui avait été faite par panneau avec cette matière-là. Elle n'a jamais été retrouvée. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Présentement, à Saint-Pétersbourg, ils ont refait une chambre d'ambre, mais c'est une copie. Mais Steve Berry, à partir de ça, de cette histoire-là, a fait toute son histoire alentour de la chambre d'ambre et des vols, parce qu'on sait que les nazis ont volé beaucoup d'œuvres d'art dans le temps de la guerre. Alors, dans son roman, Steve Berry, on se demande, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Oui, oui. On arrive à un moment donné, on dit, oui, ça peut être vrai. Non, non, oh non, c'est pas vrai. Oui, tu continues à aller, tu dis, ben oui, c'est vrai, les mots, t'as dit nazi, tu sais. À un moment donné, là, Ouais, c'est des t'es beaux tellement méchants, hein. embarqué. C'est quelqu'un, lui, là, c'est 500, 600 pages de pur bonheur. À toutes les pages, c'est un cadeau. Ouais. Moi, j'ai adoré cet auteur-là. Ça fait à peu près 4 à 5 ans qu'il écrit des volumes. C'est quelqu'un qui écrit à peu près un volume par année. OK. Je les ai tous lus. Et ça, c'est vraiment passionnant. Son intrigue est bien ficelée. Et on n'a pas à chercher, dire « Ah, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. » Non, on suit tout le temps. L'histoire se suit. Parce qu'il y a des auteurs qu'à un moment donné, quand on commence à lire, on a un chapitre où ce que l'histoire se fait. Ouais. Dans le 2e chapitre, on est rendu ailleurs. Au 3e chapitre, on revient à l'original. Alors, à un moment donné, c'est quand même assez mêlant de suivre ces auteurs-là. OK. Mais pas avec Steve Berry. C'est Ça impossible. suit, C'est impossible. Une autre chose que j'ai vue que Pauline nous avait emmené, Oui. que j'ai Preston Child. Preston Child n'a même plus besoin de présentation. Preston Child n'a plus besoin de présentation. Mais Surtout, présentez-nous-le quand même. Preston Child, c'est 2 auteurs OK. qui ont Preston écrit beaucoup de volumes. Ils sont très prolifiques. Leur policier vedette là-dedans, qui fait partie du FBI, c'est un monsieur qui est habillé comme un croque-mort, comme on dit, là. La peau blême, tout le temps la même habit sur le dos, Rolls-Royce, château. Mais c'est tout un détective. Aloysius Pendergast. Avec un nom pareil, vous imaginez Ouais. l'histoire. Mais dans Preston Child, quand on retrouve tout le temps Aloysius Pendergast, c'est toujours des histoires tordues. Pas de massacre, c'est tordu. OK. Son frère qui l'abuse, à un moment donné, son frère qui kidnappe sa femme, il fait C'est passer malsain. qu'il est mort. Oui, c'est malsain. Mais c'est des histoires qu'à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher. Il faut voir comment ça va finir. Ouais. On a tout le temps hâte à l'autre page, à l'autre chapitre. Mais Preston Child sont comme ça. Est-ce que ça finit bien au moins? Normalement, ça finit bien. Mais dans tous les volumes que j'ai lus de Preston Child, quand tu arrives à la fin, à la conclusion, tu dis, ah, il y aura pas, c'est pas une suite, mais ah, il va se passer quelque chose. OK. Il y a un autre volume qui va arriver, il va y avoir une autre histoire qui va... Ça ouvre sans sur être une autre suite, chose. ça ouvre sur d'autres choses. C'est ça qui est le Preston Child. Mais c'est dans tous les romans policiers que la bibliothèque de Dolbeau, puis je dois leur lever mon chapeau parce qu'on est vraiment gâtés. Très, 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 très gâtés.
Même que je dirais que de temps en temps, les filles m'appellent pour me dire Bernard, tu as reçu tel volume, je pense que ça va t'intéresser. Ça fait que... C'est un habitué de la maison. Mais non, mais Toutes les tu semaines. sais, on a des services, puis devenir, je suis certain que devenir un habitué à la bibliothèque, c'est pas nécessairement compliqué. Il faut que tu ailles parler aux gens, faire des demandes, et puis là, le C'est en lien plein se fait rapidement. Là. Effectivement. C'est une habitude, hein? Oui. C'est une très bonne habitude. Je pense que les gens devraient lire un peu plus. Je pense que les gens devraient peut-être lâcher la tablette, là, puis ces choses-là, puis se mettre à lire avec. Oui, je le un dis bon souvent, volume. moi, parce que quand tu regardes la télé, etc., ton cerveau n'est pas en mode travail, il est en mode réception. Tandis que quand tu lis, ton cerveau travaille, puis c'est plus sain pour. Parce qu'on a beaucoup de volumes qu'on peut avoir sur Internet, sur nos tablettes. Mais moi, j'aime avoir le livre, sentir l'histoire sous mes mains. Page 187, j'ai 187, il y a 600 pages, je vais te savoir du plaisir. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, tu sais, voir l'écriture, il y a beaucoup de choses, des mots que je ne connais pas, on ne peut pas tout connaître. Il y a même des fois que je lis une phrase, je ne connais pas un mot. J'ai mon dictionnaire, je vais voir le mot, c'est quoi la signification. Oui. Donc là, ça me met dans le contexte encore plus. J'ai appris mon anglais comme ça. Fait que c'est une passion, comme je vous disais, qui est des fois presque maladif, mais avec chaque page, on se guérit. Puis, qu'est-ce que. Vous avez sûrement déjà lu des romans d'amour, des romans historiques ou d'autres genres de romans. Pourquoi le roman policier, ça vous fascine autant? Je lis de tout. Je vais vous dire pourquoi je lis du roman policier. Parce que souvent, dans les romans policiers, il y a beaucoup de mortalité. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et moi, quand mon père est décédé, je me suis réconcilié avec la mort. Donc, quand je lis un livre comme ça, que je vois qu'il y a des morts, je veux savoir pourquoi. Quel était l'élément déclencheur de la mort de cette personne à l'intérieur? Pourquoi, comme par exemple, pourquoi des tueurs en série tuent? Il y a eu un déclencheur. Pourquoi? Je lis beaucoup de choses encore plus morbides que ça, Pauline le sait, des fois que je lui conte des histoires que j'ai lues. Mais je m'intéresse toujours au fin fond de l'histoire. Pourquoi? Il y a toujours le pourquoi. Et moi, j'ai la manie, il faut que j'y aille au bout des choses. Je veux apprendre. Plus ça va, plus je veux apprendre. Puis plus je veux connaître qu'est-ce qui se passe dans le monde. Oui. Mais le roman policier, parce que c'est les intrigues. L'intrigue de savoir un bon détective, comment fait-il un bon détective pour aller chercher la précision? Il sait que tel élément, ça va faire partie de l'enquête. C'est ça. Oui. C'est ça qui a fait. C'est son analyse, comment il remet les pièces du casse-tête en place. Oui. C'est pour ça que dans tous les volumes, moi j'admire ces auteurs-là, parce qu'ils vont chercher le petit quelque chose qui nous manque bien souvent. Oui. C'est pour ça que j'adore le roman policier. Moi, je sais que j'aime beaucoup, moi je viens plus de la BD, là, mais des gars comme Brad Metzler, qui a écrit beaucoup de romans policiers, mais c'est plus du policier politique. Là, on est plus dans Maison-Blanche, etc. Dans la BD, moi, je veux juste donner mes deux coups de cœur. Dans le roman policier, je parlerais de From Hell de Alan Moore, où tu fais, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais c'est l'enquête de Jack the Ripper, qui est extraordinaire, et bien sûr Batman, qui est le plus grand détective. Que je vois personne sur la conférence. Donc, Pauline, il y a un livre là, dont on n'a pas parlé. C'était le bijou de M. Tremblay. C'est un autre tome qu'on Barrett. avait ramené oui. sur le même auteur qui nous a présenté dans ses coups de cœur. Complot Romanov, c'est que là, on est encore, tantôt on était sur les nazis, Oui. là, j'imagine on est sur les tsars. Les tsars de Russie. Donc, beaucoup, un contexte historique quand même, un peu tout le temps. Beaucoup de contexte historique. Ben, c'est le fun parce que ça l'ajoute à notre culture générale aussi, moi, je trouve. Et en parlant de culture historique, excuse-moi, Pauline, c'est que j'ai lu beaucoup sur l'Irlande du Nord. Ouais. Il y a un auteur anglais, Jack Higgins, qui a écrit beaucoup sur l'IRA. Oui. Et moi, j'ai fait des recherches sur l'IRA. Et dans ces volumes, les histoires qu'il fait dans ces volumes ont vraiment rapport avec Une l'IRA. incidence historique. Et c'est quelque chose de politique et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. J'invite les gens à lire Jack Higgins, c'est très bon sur l'IRA. OK. Tous les développements qui s'est produits depuis des années, les guerres de religion entre les ça deux. date depuis le début c'est même ça. avant ça. Là. C'est très bon à lire comme référence. On a quelque chose à rajouter? Oui, ce que je ramenais, c'est justement, c'est par le roman policier, c'est que la façon dont le roman est tissé, souvent, il nous ramène justement avec le côté de la politique, le côté des lieux, ne serait-ce que dans sa description de la ville, du pays, de l'époque qu'on est. On voit comment les ficelles sont tissées aussi là, dans le fonctionnement des... Tout est propice à apprendre et justement, comme M. Tremblay disait, il ne faut pas avoir peur d'aller valider.
Donc, au fur et à mesure, dans nos lectures, c'est ce qui nous permet de grandir. C'est qu'on dit, ah, je ne lirai pas du roman, j'apprends rien. Non, dans le roman, on apprend, mais on apprend d'une façon subtile, puis on apprend avec le plaisir. Ça ne fait pas toujours mal à apprendre. Il y a toujours du plaisir à apprendre. Et ce type de roman-là, la façon dont il est ficelé, de la façon dont il est monté, ça nous permet justement de se situer au niveau de l'histoire, au niveau des lieux, des dates importantes. Donc, on peut... nos connaissances générales s'agrandissent de cette façon. Puis par la suite, c'est ça, on valide nos informations dans les encyclopédies, dans les dictionnaires, puis on ramène notre tablette avec notre ami Google, où ce qui va nous confirmer nos dates, si on est correct, les personnages importants qui ont passé à travers les ans. Donc, le roman policier nous ramène toujours à ça, c'est le souci du détail. Puis comme c'est relativement noir, là, il y a des meurtres et des choses comme ça, est-ce qu'il y a quand même des séries de romans policiers pour, par exemple, les plus jeunes, là? Je pense aux enfants, où ça arrive plus tard, ça? On en a au niveau des jeunesses, oui, on en a, parce qu'il y a des maisons d'édition qui s'y prêtent. Des collections où c'est plus léger. J'en ai pas amené avec moi. C'est correct, mais vous vous présentez à la bibliothèque, puis on va pouvoir là, vous indiquer là, vers quel auteur, vers quelle collection on peut se diriger pour le jeune. Et ça, on parle d'un jeune de 12-13 ans. Là. Pour les plus jeunes, ça, on n'en a pas, mais vraiment dans le roman. Puis, je vous dis collection jeunesse, mais de plus en plus, maintenant, au niveau des livres, on a des collections où on a mis mitoyen. C'est un roman jeunesse qu'on appelle, mais l'adulte va y aller. Entre autres, quand on va entrer dans les auteurs québécois, il y en a un qui écrit à la jeunesse, puis qui écrit pour l'adulte aussi. OK, en même temps. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans tous les romans policiers, même romans standards, romans policiers, romans d'amour, il y a toujours une petite parcelle de vérité. Ouais. Il y a toujours quelque chose, à un moment donné, qu'on va lire, on va dire, ça, c'est pas du roman, c'est la réalité. Ouais. C'est ça, il ne faut jamais oublier. Ça doit fonctionner comme ça dans la vie. Oui, il ne faut jamais oublier. Il y a des choses qu'on lit, puis il y a des fois que ça nous fait peur parce qu'on dit, hey, ça s'est déjà passé à tel endroit, il y a eu des meurtres, il y a eu un tueur en série, il y a eu des choses, il y a des fois que c'est troublant. Ouais. Je vous l'avoue, c'est troublant. Bien, le fait d'actualité qu'on a eu sur le virus Ebola, moi, je me souviens, il y a 9 ans, j'avais lu le livre Virus. Oui. Et Virus, on parle de l'Ebola. Donc, quand c'est revenu aux nouvelles, tu fais, oh, là, tu te rappelles du roman que tu as lu. Est-ce qu'on est dans la fiction ou dans la réalité? Donc, c'est ce qui nous amène à des drôles. En tout cas, dans cette lignée-là, j'ai vu un documentaire sur des scientifiques qui ont fait des inventions et des avancées technologiques en s'inspirant d'auteurs de science-fiction. Et je trouvais ça fascinant de voir le parallèle entre le scientifique, puis par exemple Asimov, Philippe K. Dick, etc., oui, mais il est arrivé avec cette idée-là, puis ça nous a inspiré. Là. Fait que je pense que c'est entre le réel et l'irréel, et est-ce que ça va arriver? Puis si je me remets, il y a 10 ans, quand j'ai lu Virus, on se disait, non, ça n'arrivera pas dans nos pays civilisés, ça va rester d'un petit non, regarde, ça a comme fait la une. Puis là, les gens qui n'en avaient jamais entendu parler disaient, c'est un virus comme un autre. Mais tu te rappelles de tes lectures, donc c'est pour ça que le plaisir passe par l'apprentissage. C'est ça qui arrive, c'est que, comme Pauline dit, dans le livre Virus, c'est de Robin Cook. Ouais. C'est un spécialiste américain qui est à l'hôpital de Boston. Dans les livres de Robin Cook, ça se passe toujours du côté médical. Mais il y a des choses qui sont vérifiables, qu'on peut vérifier, puis qu'on dit, ça, oui, c'est vrai, ça a existé. Lui, il fait son roman. Lui, il a bien fait sa recherche là, avant d'écrire. Puis il est médecin en plus, ça fait qu'un médecin spécialiste. Donc, ces livres, des fois, Robin Cook, je ne sais pas si Pauline va être d'accord avec moi, il y a des fois que c'est troublant. Oui, ça dérange. Le virus, c'est troublant. Ouais. On se dit que c'est des choses qui peuvent vraiment se produire. Qu'est-ce qu'on fait alors? Une dernière question pour vous, M. Tremblay. Est-ce que ça arrive des fois que vous trouvez la bonne réponse avant la fin, puis que, tu sais, vous dites, c'est lui et c'est pour telle raison, puis vous avez raison sur toute la ligne, ou c'est rare? Je pense que ça m'est arrivé une fois. OK. Puis vous avez été déçu ou vous étiez fier de vous? Oui, j'étais pas déçu, j'étais fâché. Ouais. C'était pas la fin que je m'attendais. Mais non, en général, dans tous les romans, c'est tellement bien ficelé, c'est des auteurs quand même reconnus mondialement. Oui. C'est des gens qui ont... Non, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Donc, merci beaucoup, mais c'est pas fini parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Le Livre à la portée des mots. Cette fois-ci, on va parler toujours de romans policiers, mais on va s'attarder aux romans policiers québécois. On vous attend la semaine prochaine avec les deux mêmes invités. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.
si je les rejoigne. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Au Québec, chaque année, la SOPFEU recense plus de 150 incendies provoqués par les articles de fumeurs. Afin d'éviter qu'une simple balade en forêt tourne au drame, évitez si possible de fumer en vous déplaçant. Si vous désirez griller une cigarette, faites-le en prenant une pause. Pour vous assurer de bien éteindre votre cigarette, vous devriez la tremper dans l'eau, l'écraser dans le sable ou tout simplement l'écraser fermement sur la semelle de vos chaussures ou sur une pierre. Enfin, prenez soin de jeter allumettes et cigarettes éteintes dans les endroits prévus à cet effet. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. On courtille? La philosophie des amphithéâtres, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amphithéâtres ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amphithéâtres supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.